Bienvenue sur cette table ronde numéro 1, donc la première des assises du Régal Normandie. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures. Ensuite, nous pourrons faire une petite pause et passer à la table ronde, justement, numéro 2. Cette première table ronde a pour thématique l'aide alimentaire avec un intitulé assez fort, donc maillon fort de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'aide alimentaire. Donc, on a la chance d'avoir différentes structures intervenantes. J'espère que les échanges, vous pourrez les trouver riches et poser toutes vos questions. On a prévu des temps vraiment d'échange. Je vous propose donc une table ronde qui a pour objectif de vous faire découvrir les bonnes pratiques et aussi potentiellement leur essaimage. Au niveau de cette table ronde, vous n'hésiterez pas à utiliser l'onglet discussion, étant donné que Caroline, et je te remercie d'ailleurs par avance Caroline de me soutenir dans cette animation, Caroline pourra poser les questions de l'onglet discussion. Et si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à écrire directement à Emeline ou bien à regarder les consignes qui sont dans discussion. Je vous propose donc de commencer cette table ronde. Je vais laisser la parole à nos intervenants. Et pour votre information, si certains de vos collègues n'ont pas pu se libérer aujourd'hui, l'intégralité des replays des assises du Régal Normandie seront présents sur notre page YouTube, donc Régal Normandie. On n'a pas fait très original en titre de chaîne, mais vous aurez moins de mal à les retrouver. Donc l'intégralité, et on vous informera par mail de la publication de ce replay. Donc, je laisse la parole à nos intervenants afin qu'ils puissent se présenter en quelques minutes avant de débuter les échanges. Donc, je vais commencer. Pascal Kieffer, président en région Normandie des banques alimentaires. Donc, je pense que on en dira peut-être deux mots. Je pense que tout le monde sait ce qu'est une banque alimentaire. Voilà. Merci Pascal. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre? Anne? Oui, merci Émilie. Bonjour à tous. Moi, je suis Anne de la Ferté-Sénectaire. Je suis coordinatrice de l'association Solal Normandie que je présenterai sûrement tout à l'heure, Émilie, un peu plus en détail. Est-ce que M. Gallo veut poursuivre? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Cédric Gallo, moi je suis le directeur d'un groupe coopératif qui regroupe à peu près 200 exploitations agricoles basées essentiellement sur la Manche et puis quelques départements limitrophes, ne serait-ce que Calvados et l'île-et-Vilaine. Et on produit 80 000 tonnes de légumes. Donc, c'est pareil. Quel temps dédié vous nous donnez pour aller un peu plus loin dans nos présentations, Émilie? Eh ben, donc, l'idéal, c'était de vous présenter là en 5 minutes, présenter vos structures, mais on pourra effectivement échanger juste après si vous voulez détailler davantage. Tout à fait, notamment c'est sur tous les axes prioritaires qu'on a mis en place au niveau de la coopérative pour l'aide alimentaire, et puis tout ce qui est contrainte derrière, mais je pense que ça viendra avec les questions. Oui. L'idée, effectivement, le fil rouge de cette table ronde, c'est effectivement de ne pas partir sur des présentations un peu lourdes et un peu lourdes. L'idée, c'est justement d'être dans l'échange. Je vais vous poser différentes questions et on pourra être dans le débat avec, je l'espère, aussi nos participants qui pourront agrémenter cet échange. Donc, merci pour cette présentation. Est-ce que Chloé, tu veux poursuivre? Oui, bonjour à tous. Chloé Godard, je suis chargée de projet circuit court, restauration collective au réseau des Civaves Normands, qui est une association d'agriculteurs et on œuvre sur toute la Normandie. Moi, je suis basée plutôt sur la Seine-Maritime et l'Eure. Merci Chloé. Est-ce que Madame Malo souhaite poursuivre? Oui, avec plaisir. Donc l'entreprise Malo, on est une entreprise agricole et une entreprise de transformation et de commercialisation de pommes de terre. On est basé en Seine-Maritime à Goderville entre Le Havre et nous, notre spécialité, c'est le circuit court. J'interviens aussi comme je fais partie du conseil d'administration de l'AREA Normandie et je suis en charge de la RSE et dans la RSE des projets solidaires, solidarité et du coup du gaspillage alimentaire est entièrement dans mes sujets d'activité.
Et je travaille depuis peu avec Anne aussi au niveau du conseil d'administration de Solal, donc ça nous permet d'approfondir tout ça ensemble. Merci pour votre présentation. L'ensemble des intervenants ont pu se présenter. Sabine et Isabelle, je vous propose de dire un mot. D'accord. Eh ben, on va suivre de la gauche vers la droite. Donc, Sabine Julien, je travaille à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc, je suis basée à Caen et je suis chargée d'animer au niveau de la Normandie donc cette politique incitative, le programme national pour l'alimentation. Comme l'a dit Éric Prudhomme, donc en introduction de ces assises, le PNA œuvre entre autres sur des politiques territoriales, les fameux projets alimentaires territoriaux. Aujourd'hui, en Normandie, on a 20 PAT qui sont labellisés. Nous en avions 4 l'année dernière, on en a 20 aujourd'hui. On en a encore en attente. Je pense que d'ici la fin de l'année, on en aura pas loin de 25, je crois. Donc, il est important effectivement de noter que les PAT sont aujourd'hui un lieu, un temps de partage, d'échange sur tout ce qui concerne l'alimentation et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et comme ça a été indiqué effectivement dans le bilan du pacte 2 et la feuille de route du futur pacte 3, la lutte contre la précarité fait partie intégrante des objectifs et des enjeux des années à venir dans le cadre des projets, notamment des projets alimentaires territoriaux, mais de toute la politique de l'alimentation en général. Merci Sabine. Isabelle, est-ce que tu souhaites te présenter? Oui, donc Isabelle David, donc directrice de l'AREA Normandie, l'Association régionale des entreprises agroalimentaires de Normandie. Notre mission, c'est de représenter la filière au niveau régional et d'accompagner les entreprises dans le développement de leur performance et le déploiement de leur marché. Nous rassemblons, alors nous portons également une marque collective régionale qui s'appelle Saveurs de Normandie. J'espère que vous la connaissez. Et donc, nous rassemblons 250 producteurs et entreprises en Normandie. Voilà, et comme l'a dit Géraldine tout à l'heure, la RSE et notamment la lutte contre le gaspillage fait partie de nos priorités. Nous sommes membres du Régal et avons la chance depuis peu justement d'avoir une administratrice en charge du sujet. Merci Isabelle. Je vous propose de redonner la parole à nos intervenants afin de détailler davantage la place du don alimentaire et le lien avec le gaspillage alimentaire au sein de vos structures. Monsieur Gallo, vous nous avez proposé de présenter davantage les axes prioritaires de votre structure. Je vous propose je vous laisse ce temps de présentation et puis chacun pourra prendre la parole par la suite. Tout à fait. Donc, merci Émilie. Donc, sur les 80 000 tonnes dont je vous parlais tout à l'heure de production brute qu'on peut avoir au niveau de la coopérative, donc qui concentre tout ce qui est légumes d'automne-hiver, carottes, poireaux, navets et d'autres produits comme les pommes de terre notamment, on a un équivalent de 500 tonnes qu'on arrive à redistribuer à toutes les associations caritatives. Ils sont 500 tonnes liées à des invendus. Quand on parle d'invendus, on parle de mévente commerciale. Donc, c'est surtout tout ce qui est gamme de choux, choux-fleurs, choux romanesco. Et ça va directement sur les banques alimentaires ou les restos du cœur. Et puis, on a une partie toujours d'invendus qui sont les retours de marchandises. Donc, ces retours-là, simplement pour des problématiques d'agréage, souvent liées à la grande distribution. Et quand avant, ces produits-là, on les laissait directement en entrepôt, c'est-à-dire en grande distribution, sans savoir pour autant ce qu'allait devenir la marchandise. Aujourd'hui, on a pris le pli depuis un peu plus d'1 an, quitte à payer du transport supplémentaire, de récupérer les marchandises au sein de nos entrepôts et de les redistribuer directement au Resto du Cœur. Alors, on travaille avec l'antenne locale de la Manche, notamment avec Cherbourg et puis Coutances. Donc, on a cette partie de mévente et d'invendu qui est très huilée. Là où je voudrais intervenir peut-être un petit peu plus tard ou maintenant, si vous le permettez, c'est sur les volumes qu'on n'arrive pas pour autant à donner, à apporter aux bénéficiaires qui correspondent à des volumes importants, conséquents. On parle de 3000 tonnes au sein de la coopérative. Qu'est-ce que c'est que ces 3000 tonnes-là? Alors, c'est souvent des produits qui ne correspondent pas, malheureusement, à ce que le consommateur souhaiterait, c'est-à-dire des produits difformes, des produits qui sont de taille trop conséquente ou voire trop petits,
qui ont leur épiderme altéré par des attaques d'insectes, mais pour autant qui sont consommables. Et souvent, ces produits-là, on les retrouve en alimentation animale, notamment élevage laitier, aux méthaniseurs, dans les méthaniseurs, on va dire, dans le meilleur des cas aussi, et au pire, c'est les produits qui restent au champ. Voilà. Donc 3000 tonnes, c'est conséquent, il faut le savoir, et c'est 3000 tonnes de produits qui sont consommables, je le répète, et qui pourraient demain rentrer dans cette phase de don. Alors, après, il y a tout un tas de schémas. Hein. On a le glanage qui est un dossier qu'on est en train de mettre en place, notamment avec Solal, hein, puisqu'on a un travail de fond avec Anne sur le sujet. Et puis, il y a d'autres schémas dont on pourrait parler un petit peu plus tard. Je laisse la parole à mes collègues et je reviendrai dessus, si vous le permettez, tout à l'heure. Merci, Monsieur Gallo, pour votre intervention. Effectivement, je pense que cette question des 3000 tonnes, je pense qu'on pourra aborder différentes solutions, ou en tout cas échanger aussi avec nos participants par rapport à leurs potentielles expériences. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la suite afin de présenter donc, le lien entre aide alimentaire et gaspillage alimentaire au sein de votre structure? Moi, je peux prendre la parole pour expliquer très rapidement ce que font les banques alimentaires. Donc, en Normandie, il y a 6 banques alimentaires, donc Saint-Lô, Évreux, Alençon, Rouen, Le Havre, Caen. Je dois avoir fait le tour, je crois. Donc voilà. Donc on couvre les 5 départements normands. Et puis, on est clairement, nous, à l'origine, les banques alimentaires ont été créées justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que l'idée, c'était il y a 37 ans, de dire pourquoi acheter de la nourriture alors qu'elle pourrait être distribuée aux gens en difficulté. Et donc, petit à petit, on a une quantité quand même relativement importante de produits qui sont ainsi sauvés du gaspillage. Hein. Donc, au niveau de la Normandie, c'est 75 000 tonnes chaque année qui sont sauvées de la destruction. Et par rapport à l'ensemble, on distribue au niveau de la région Normandie 112 500 tonnes. Donc, vous voyez, c'est quand même une part très importante des produits qui sont distribués via les associations ou aux personnes dans le besoin. C'est quand même une part très importante de tout contre le gaspillage, ça reste majoritaire. Ces produits sauvés du gaspillage, ils proviennent, donc, comme on en a parlé à l'instant, soit de dons agricoles, soit de dons de l'industrie agroalimentaire aussi, hein, des surproductions, des erreurs d'étiquetage, des choses comme ça, ou des invendus, donc majoritairement dans les grandes surfaces. Voilà. Il y a en France, donc c'est les chiffres nationaux, je vous ai donné. Excusez-moi. Au niveau Normandie, il y a 7400 tonnes de nourriture qui sont distribuées sur l'année. 75 000 tonnes, c'est le niveau national, heureusement, parce que sinon, ce serait beaucoup. Voilà. Donc, c'est le gaspillage alimentaire, c'était la nature même à l'origine des banques alimentaires, et ça reste pour nous majoritairement notre mode d'approvisionnement, puisqu'on n'achète rien en théorie. Voilà, bon, on va rapidement brosser le nombre de bénéficiaires, peut-être. Il ne faut pas que je me trompe entre la Normandie et le national. Sur une année, sur la région de Normandie, via les dons alimentaires générés par les 6 banques alimentaires, c'est 95 000 personnes qui sont ainsi aidées dans leur vie quotidienne. Merci Pascal pour tous ces chiffres nationaux et régionaux. Ça permet aussi d'avoir la part. Est-ce que, au niveau de nos intervenants, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la suite? Ce qui est très intéressant avec l'intervention de la Banque alimentaire, c'est aussi de savoir ce qui leur manque, parce qu'ils ont déjà beaucoup de dons. Et pour faire le maillage entre
les entreprises qui sont susceptibles de donner, ce qui est aussi ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont les denrées qui vous manquent, là où on peut vous aider et comment on peut faire en sorte que le gaspillage alimentaire soit le non-gaspillage alimentaire soit le mieux fléché possible au profit des bénéficiaires. On y répondra plus tard peut-être, ou comment on fait? Oui, on pourra poursuivre avec les... Je note la question, soigneusement. Est-ce que, Madame Malo, est-ce qu'au niveau de votre structure, vous souhaitez nous faire part d'un lien entre justement la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'aide alimentaire pour débuter cette table ronde? Nous, c'est à une beaucoup plus petite échelle, parce que mon échelle de production est l'échelle du gaspillage annoncée par M. Gallo, donc forcément, nous, on est beaucoup plus petits. Par contre, ce que je voulais mettre en avant, c'est que les moyens d'éviter le gaspillage sont différents en fonction du gaspillage, en fonction du volume. Donc, sur des petites choses ponctuelles, nous, on va travailler avec des applications comme Too Good To Go qui permettent de donner à moindre valeur des produits qui arrivent en date de péremption très rapidement sur une population qui est très proche de notre centre de production et ainsi permettre à une population locale d'accéder à des produits de qualité, mais à consommer très rapidement. On travaille bien entendu avec les banques alimentaires, avec les Restos du Cœur à proximité de chez nous, et aussi on participe aux collectes organisées par la plupart de nos clients. Mais voilà, sur demande, ou comme on a participé l'année dernière à des distributions au profit des étudiants sur la ville de Rouen. Donc, la plupart du temps, on participe à des collectes dès qu'on nous demande de l'aide. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux entreprises parce qu'on peut réorienter des denrées. Et les règles interprofessionnelles qui nous régissent font qu'il y a une partie de ces denrées-là qu'on peut flécher facilement à l'aide alimentaire. D'accord, merci pour votre intervention. Chloé ou bien Anne, est-ce que vous souhaitez nous faire part d'informations avant de débuter les questions prévues? Oui, nous, c'est pareil, de par notre statut, voilà, on est une association d'accompagnement des agriculteurs, donc on ne produit pas directement, donc ce n'est pas nous qui directement pouvons donner des produits ou des choses comme ça, mais on a mené plusieurs projets depuis 2 ans sur la thématique du gaspillage alimentaire et surtout de l'accessibilité alimentaire, notamment avec le Crépan. Voilà, nous, on met en lien les agriculteurs avec des structures d'aide alimentaire pour soit qu'il y ait un approvisionnement différent directement avec les producteurs, ou alors qu'il y ait des séances de glanage ou des choses comme ça. Donc, pour l'instant, c'est vraiment à petite échelle, c'est assez expérimental, mais on se rend compte que on répond à un vrai besoin de aussi diversification des appros et puis de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment avec les séances de glanage qu'on a pu organiser. Mais voilà, c'est pareil, comme disait Madame Malo, c'est à vraiment une toute autre échelle que ce qui a pu être décrit juste avant, quoi. Merci Chloé. Anne, est-ce que tu souhaites nous exposer quelques informations par rapport à Solal? Je peux représenter un peu rapidement la structure pour ceux qui ne connaissent pas Solal. Donc Solal, c'est une association qui a été créée à l'échelle nationale en 2013 à la suite d'une crise du concombre où énormément d'invendus ont été jetés sur le marché. Et aujourd'hui, c'est un acteur qui se positionne entre les acteurs du milieu agricole et agroalimentaire et les associations d'aide alimentaire pour faciliter et organiser les dons justement des producteurs qui feraient face à des invendus et qui souhaitent les donner. Alors, on sensibilise les producteurs agricoles sur le don pour ceux qui ne connaissent pas, et on leur permet également de gagner du temps avec ce service gratuit, puisqu'une application a été développée il y a quelques années qui permet à un producteur, quand il fait face à des invendus, de déclarer un don en quelques minutes. Et nous, derrière, on organise ce don. Donc, on n'assure pas la logistique, on ne devient pas propriétaire du produit dans la chaîne du don, mais on va trouver les débouchés solidaires pour que le producteur ne jette pas ses produits
puissent bénéficier d'une réduction fiscale aussi s'ils le souhaitent, et puis voient une valorisation de ces produits solidaires. Donc aujourd'hui, on se développe en Normandie depuis presque 1 an. L'idée, c'est de se rapprocher justement des gisements de dons potentiels à l'échelle de la production agricole et agroalimentaire, de mobiliser les interpros et voilà, de faire connaître le service, de prospecter de nouveaux donateurs pour augmenter les dons de produits frais, puisqu'on est essentiellement sur des produits frais et locaux au profit des associations d'aide alimentaire. Merci Anne pour cette présentation. C'est vrai que Solal, au niveau du réseau Régal Normandie, est l'un des membres fondateurs, l'un des membres pionniers de ce réseau. Hier, je revérifiais les différents membres signataires et j'ai pu observer que Solal faisait vraiment partie des 5 premiers. Donc c'est dans l'ADN de cette structure. Je vous remercie pour ces présentations. Je vous propose de lancer donc la première question, le premier débat. Est-ce que mon affichage est OK pour tous? Est-ce que vous voyez bien la première question? Merci Chloé de, de m'indiquer que oui. Donc, je vous propose d'échanger sur cette première question. Comment est abordée la lutte contre le gaspillage alimentaire en structure d'aide alimentaire? Cette question, effectivement, j'en ai bien conscience, elle n'est pas à destination de l'ensemble de nos intervenants. Je pense bien que M. Cléfer sera plus en capacité de répondre, mais j'espère en tout cas que nos participants, nos inscrits aux assises pourront également agrémenter cet échange par le biais de l'onglet discussion que vous trouverez donc en bas de votre fenêtre. Alors, comment est abordée la lutte contre le gaspillage alimentaire en structure d'aide alimentaire? Est-ce que, Pascal, vous souhaitez nous partager votre... Je dirais non, ce serait malvenu. Voilà, bah oui. Alors, bah, clairement, je vais donner une réponse pragmatique, c'est-à-dire que c'est grâce à cette idée à l'origine d'arrêter de jeter des produits alimentaires et plutôt de les rediriger vers le monde caritatif que sont nées les banques alimentaires en 1984. Donc, c'est vraiment l'idée fondamentale. Tout a démarré au travers justement de la récupération de dons de produits qui auraient été autrement jetés. Bon, après, les opérations qui sont connues de manière plus médiatique, je dirais, c'est quand nous faisons des collectes dans les grandes surfaces 2 fois par an, hein, au mois de novembre, et puis en général mars-avril, auprès du grand public pour récupérer des dons de produits, des produits achetés. Mais sinon, comme je le disais tout à l'heure, si on n'avait pas créé des partenariats avec le monde agricole, avec l'industrie agroalimentaire et avec les grandes surfaces pour récupérer les invendus, pour récupérer les surplus de production, les produits avec des erreurs d'étiquetage ou comme vous le disiez tout à l'heure aussi, les produits non calibrés, etc., bah, on n'aurait pas grand-chose à distribuer au final. Hein. Donc, on dépend entièrement de cette notion de récupération de dons de produits autrement détruits. Alors, après, nous, si vous voulez, même si la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'origine était l'idée de base, après, on se considère comme un service. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des personnes bénéficiaires qui ont besoin d'être aidées. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à leur donner des denrées alimentaires qui soient suffisamment variées et suffisamment avec un équilibre diététique qui soit raisonnable. Donc, c'est vrai que, bon, certes, le Coca-Cola et l'Nutella, les gens aiment bien, mais bon, on est plutôt à la recherche maintenant de produits frais, de fruits et de légumes, puisque et puis surtout la viande, bien évidemment. C'est de manière à ce que lorsque une personne vient chercher un colis alimentaire, ou lorsqu'une personne
fait ses achats dans une épicerie solidaire, elle puisse avoir suffisamment de variété, qu'elle ressorte avec des choses qui lui permettent de manger de manière saine et équilibrée. Donc, dans le cadre, maintenant, notre vision vis-à-vis du gaspillage alimentaire, c'est certes, quand on nous fait des propositions de produits sucrés, salés, bien souvent, on les prend, mais on est quand même plus orienté vers la recherche de produits frais, issus en particulier de l'agriculture. C'est vraiment là où on a envie de créer le maximum de partenariats. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci Pascal. Par rapport à cette question du gaspillage alimentaire au niveau du don alimentaire, je vais pouvoir vous partager aussi le retour de certaines épiceries, notamment de Seine-Maritime, avec qui nous sommes en partenariat justement avec Chloé d'Estiva, mais également Angie Launay de l'Andes. Donc Andes, Association nationale des épiceries solidaires, avec qui nous avons proposé en fait aux épiceries un parcours autour de justement l'alimentation durable et spécifiquement le gaspillage alimentaire, avec le partenariat également de la structure Carder, qui est une association de protection de l'environnement basée à Rouen, qui propose des ateliers cuisine. Et donc, il y a aussi un retour d'expérience qui peut être cherché au niveau de ces épiceries. On pourra vous valoriser ce projet plutôt sur les assises 2022. Au niveau des banques alimentaires, de mémoire, la banque alimentaire de la Manche proposait des ateliers cuisine itinérants. Est-ce que, oui. Pascal, oui, est-ce que c'est toujours en... Oui, ça existe toujours. Hein. Oui, ça marche bien et ça continue. Puisqu'ils sont en train justement de s'équiper avec un nouveau camion, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin, ça fait peut-être une dizaine d'années que cette structure-là fonctionne et ça marche bien. Et ça, c'est une vraie réussite. Donc, il faut dire que la Banque alimentaire de la Manche s'est dotée aussi des moyens nécessaires avec une personne salariée qui suit ça régulièrement toute l'année. Et puis, mais les ateliers cuisine sont des choses difficiles à mettre en place. Ça demande beaucoup d'investissement. Alors, le son n'a pas été très correct. Quelle chose est difficile à mettre en place, Pascal? C'est les ateliers en tant que tels. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais essayé, quand m'occupais de la Banque alimentaire du Calvados, la difficulté, c'est le faire venir. C'est-à-dire que une association, une petite association locale, dit bon, on va mettre en place des ateliers de cuisine. L'intention est louable. On peut facilement nous accompagner en tant que banque alimentaire. La difficulté, c'est qu'il y ait suffisamment de bénéficiaires motivés pour venir régulièrement et pour créer je dirais, quelque chose qui soit collectif et où les gens aient plaisir à venir. Les ateliers de cuisine, c'est ça. En fait, c'est à la fois pour donner l'envie aux gens de cuisiner ce qu'on leur propose, plutôt que de prendre des plats préparés, mais c'est aussi de créer du social, de créer du collectif entre différentes personnes qui autrement se fréquenteraient pas et restent isolées. Effectivement, la recherche de la convivialité et du partage, j'ai pu identifier au fur et à mesure des années auxquelles j'ai pu avoir des partenariats justement avec le secteur de l'alimentaire. C'est vraiment quelque chose qui est recherché. C'est vrai que dans les opérations de glanage, on la retrouve, cette convivialité, dans les ateliers cuisine également. Avant que j'oublie, je vous passe l'information. Au niveau du site internet du Régal, je pense qu'on va vous mettre le lien dans le chat, ça sera plus simple. Vous avez un outil qui s'appelle le guide des actions des membres du Régal Normandie, où justement vous pourrez retrouver le partage d'expérience de la banque alimentaire justement par rapport à ces ateliers cuisine et d'autres retours d'expérience. Donc je vous encourage à aller parcourir ce petit document.
Au niveau de… Moi, je voudrais juste, Émilie, revenir là sur l'idée sur les cours de cuisine. Effectivement, c'est du partage, de la convivialité. Enfin, Pascal l'a bien dit, c'est essentiel. Je crois aussi, il faut vraiment, insister aussi sur la pédagogie. Moi, je crois, d'après ce qu'on entend dire, parfois il y a des produits qui sont donnés qui ne sont pas consommés parce que ça ne fait pas forcément, ils ne font pas forcément partie de la culture gastronomique des personnes en précarité qui les reçoivent. Donc, je crois que c'est aussi un axe qu'il faut probablement renforcer, c'est comment on cuisine certains produits qui sont par exemple pas habituels. Et puis, je ne sais pas si ça fera le lien avec ce que disait M. Gallo tout à l'heure, mais sur les fameux 3000 tonnes qui ne sont pas aujourd'hui, qui sont perdues uniquement pour des raisons, si j'ai bien compris, d'esthétisme, de forme, de taille, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de communiquer là-dessus, d'expliquer que ces produits-là sont consommables et permettre effectivement d'être toujours plus efficient dans cette pratique du don. Madame David, Madame David, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'autour des ateliers de cuisine, il y a un vrai sujet. Alors, au-delà de toute cette pédagogie, nos 3000 tonnes aujourd'hui, on va dire, de produits qui sont, qui ne rentrent pas malheureusement dans le don alimentaire, c'est surtout des produits qui ne rentrent plus ou très peu dans les habitudes de consommation de toute façon des Français. Vous avez tout à fait raison. On se retrouve avec des tonnes de navets, par exemple. Donc, ça serait des tonnes de pommes de terre. On sait que ça partirait plus facilement parce que la pomme de terre rentre dans le quotidien de la consommation des bénéficiaires. Les navets, beaucoup moins. On a de temps en temps des palettes aussi de chou-fleur qu'on n'arrive pas à distribuer directement aux banques alimentaires. Du céleri branche. Alors, c'est vrai que le céleri branche, on va en prendre un petit morceau pour mettre dans une soupe, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut l'utiliser dans des salades aussi. Il y a tout un tas de sujets autour de ça. Et ça, effectivement, c'est un sujet. C'est de pouvoir faire toute cette pédagogie au niveau des bénéficiaires, mais pas que, pour demain les entraîner à avoir des habitudes de consommation différentes et aller sur des nouveaux produits ou des nouvelles tendances. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, après, il y aura un autre sujet où on reviendra dessus, c'est-à-dire sur les 3000 tonnes, cette partie de produits qui restent au champ. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'une récolte est passée, vous savez très bien qu'il reste toujours des produits qui n'ont pas été ramassés ou qui n'ont pas été collectés, et ceux-là vont en destruction totale. Mais l'histoire, le sujet des cuisines, des ateliers de cuisine est un vrai sujet qu'il faut explorer et travailler au sein des associations caritatives. Je voudrais juste apporter une information complémentaire aussi par rapport à ça. En fait, les associations d'aide alimentaire, effectivement, pendant longtemps, elles ont été vues comme le lieu de l'urgence alimentaire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'était leur objectif initial. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'avec elles sont rentrées maintenant elles ont un peu changé elles ont pris une autre envergure et on demande aussi aujourd'hui aux associations d'aide alimentaire, alors elles n'ont pas forcément la possibilité de le faire, mais en tout cas, elles ont un travail d'accompagnement qui est aujourd'hui beaucoup plus fort que la simple urgence alimentaire. Quand on parle d'accompagnement, alors soit c'est l'accompagnement vers les structures ad hoc sur de l'aide au logement ou de l'aide au soutien, dans le rôle de parentalité pour les bénéficiaires, etc. Mais il y a aussi les ateliers cuisine. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant beaucoup plus récurrent, les ateliers cuisine. Et moi, je le vois en tant que financeur et avec l'Agence régionale de santé. C'est aujourd'hui de plus en plus d'associations demandent du soutien pour mettre en place des cuisines. On a tous compris l'enjeu du savoir cuisiner, même maintenant dans les associations d'aide alimentaire. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'une part redonner le goût aux personnes de cuisiner et non pas simplement de mettre un plat réchauffé au micro-ondes. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, et vous l'avez évoqué, il y a l'aspect culturel. C'est-à-dire que, alors ça dépend des lieux, hein, mais quand vous êtes, par exemple, sur Caen, il y a quand même beaucoup de populations aidées qui sont des demandeurs d'asile, donc des gens venant de cultures différentes. Alors je vais vous faire de la peine, mais le chou-fleur, ça ne fait pas du tout partie de leurs habitudes culturelles. Et
il faut pas, je me souviens, c'est une diététicienne qui vous avait expliqué ça, il ne faut pas chercher à franchir le pas brutalement. C'est-à-dire que si vous étiez dans un pays étranger et qu'on vous proposait un légume ou un fruit que vous ne connaissez absolument pas, vous auriez une réaction assez instinctive aussi de méfiance, hein, voire de refus dans certains cas, etc. Bah, eux, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on propose à quelqu'un qui arrive de Syrie du chou-fleur, inévitablement, ils le prennent parce qu'on leur donne et qu'ils n'osent pas refuser, mais ça, bien souvent, ça finit à la poubelle, quoi. Donc, justement, l'atelier cuisine, pour ces populations-là, c'est aussi l'occasion, dans ce cas-là, mais pour que ce soit progressif, de les amener en partant de leurs habitudes alimentaires traditionnelles, petit à petit à les amener sur autre chose. Hein. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de pédagogie, ça demande du temps, d'accompagnement, etc. Et donc, c'est bien. Mais il faut, donc, après, on ne s'adresse pas forcément au même public non plus, parce que si vous faites de l'aide alimentaire à des personnes en très grande précarité, là, ils viennent pas, ces personnes-là, parce que quand ils viennent chercher de l'aide alimentaire, il faut comprendre que c'est pas facile de venir réclamer, et souvent les gens ne restent pas dans l'association, c'est-à-dire qu'ils prennent leur colis et puis ils repartent tout de suite de manière à ne pas être vus, de ne pas être identifiés, etc. Par contre, quand vous êtes dans une épicerie sociale ou solidaire, ce n'est pas le même niveau de pauvreté, c'est-à-dire que c'est des familles qui ont quand même des ressources, mais des ressources très faibles qui ne leur permettent pas de faire des courses normalement, mais ils ne sont plus dans le même état de pauvreté. Et ces personnes-là sont plus facilement atteignables pour de l'accompagnement, et justement pour cet atelier de cuisine, puisqu'ils sont moins, je dirais, moins atteints par leur situation de pauvreté et de grande précarité, et donc ils sont plus réceptifs. Donc l'atelier cuisine, c'est bien, mais ça ne peut pas être la solution à tous les maux, quoi. On ne peut pas le faire dans n'importe quelle structure. Il faut savoir aussi qu'on compte beaucoup sur les associations. Alors certes, il y a des associations qui bénéficient de beaucoup de ressources, mais il y a aussi beaucoup de petites associations de quartiers ou dans des villages ou dans des petites communes qui n'ont pas des locaux adaptés pour faire vraiment de l'accueil dans de bonnes conditions. Donc, c'est jamais simple. Alors, parce que l'atelier cuisine, il peut se faire sous deux formes, si vous voulez. Soit c'est un atelier itinérant, donc c'est le cas de ce que fait la Manche, avec une camionnette qui va de point en point, mais il faut quand même un accueil local. Ou alors, c'est l'association elle-même qui fait ça dans ses locaux. L'idéal, ce serait vraiment que les associations aient des locaux suffisamment adaptés et grands pour pouvoir faire des ateliers sur place. Voilà. Mais bon, donc l'atelier cuisine, c'est une solution, mais ça ne permettra pas je suis désolé d'évacuer vos 3000 tonnes. Des choux. Pour abonder dans votre sens, Monsieur Cléfer, j'ai plutôt une bonne nouvelle du côté étudiant sur Le Havre, pour les avoir rencontrés, et la nouvelle épicerie solidaire qui s'installe avec les étudiants sur Le Havre pour justement atteindre les bénéficiaires étudiants et qui sont souvent d'origine étrangère. Ils ont une belle installation de cuisine à l'arrière de leur épicerie où ils comptent faire justement des ateliers cuisine de manière à partager les cultures, que les bénéficiaires étrangers puissent rapporter leurs recettes, mais que les locaux ramènent les leurs pour qu'ils apprennent tous un peu les uns des autres, et en plus d'une épicerie solidaire, que ça soit un échange culturel en même temps. Voilà. Ça, c'est super parce qu'on est à la fois sur changer les habitudes alimentaires et puis surtout créer du lien, quoi. C'est l'idéal. Voilà, les étudiants ont des bonnes idées pour ça. Eh oui. On peut leur faire confiance pour être dans l'innovation et
la réponse aux besoins, effectivement. Merci pour vos interventions. Je souhaiterais juste ajouter, effectivement, comme le dit NJ de Landes en commentaire, l'accompagnement et l'animation est au cœur du projet des épiceries sociales. Effectivement, j'ai pu échanger donc, avec le partenariat dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple avec l'épicerie de Cantleux, qui effectivement a fait le choix d'abandonner certaines sources de dons, étant donné que c'était plus du tout en adéquation avec les besoins des bénéficiaires, des usagers de l'épicerie. On voit bien que quelquefois, il y a des choix à faire et c'est compliqué, mais voilà, il y a quand même des épiceries qui font le choix d'adapter. De toute façon, ça sera la parfaite transition pour notre seconde question, qui est justement... Justement, juste un petit instant, parce qu'en fait, je voulais faire part d'une réflexion de ma collègue de la Direction générale de l'alimentation, donc Maïwen, qui expliquait que, en fait, on parle aussi là beaucoup de la qualité du don. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi d'améliorer la valeur nutritionnelle des denrées qui sont données ou vendues symboliquement dans une épicerie sociale et solidaire. Et en fait, Maïwen rappelle que un rapport de l'Inspection générale de la santé de 2019 avait montré quand même le déséquilibre nutritionnel que pouvaient contenir notamment les colis, avec un manque de certains produits, donc alors je lis ce que mettait Maïwen, parce qu'elle connaît mieux que moi. Un manque de légumineuses, d'acides gras essentiels, d'aliments riches en fibres et en minéraux et vitamines. Et voilà, donc il y a aussi l'importance de cette qualité du don, et que je pense que effectivement l'important c'est d'avoir et là ça va faire la transition, Émilie, je te laisserai finir, de trouver effectivement une bonne transition, un bon équilibre entre le nouveau profil peut-être des bénéficiaires de l'aide alimentaire, et avoir une bonne adéquation entre ce qu'ils attendent et ce qu'on peut leur offrir, sachant qu'il faut aussi faire attention à pallier ce déséquilibre nutritionnel. Merci Sabine pour ton intervention, et merci à Maïwen pour cette sous-intervention, entre guillemets, en sous-marin. Du coup, par rapport à cette question, donc je vais vous repartager la nouvelle question. On essaie d'alterner pour dynamiser. Donc, cette nouvelle question est donc comment faire correspondre les dons et les habitudes alimentaires des bénéficiaires. Question qu'on a un peu traitée déjà dans nos échanges. On a déjà amorcé cette problématique. Pour rebondir par rapport au propos de Pascal sur la question des locaux, la question vraiment des problématiques techniques, voilà, pratico-pratiques, par exemple des ateliers cuisine qui permettent aussi de découvrir donc les produits, les légumes, les fruits plutôt produits en Normandie. On a aussi pu observer la création de partenariats qui sont pour certains déjà mis en place de base sur d'autres actions, entre par exemple les structures d'aide alimentaire comme les épiceries et les centres socio-culturels ou bien les CCAS, des structures, à proximité des structures. Et c'est vrai qu'on a la chance en Normandie d'avoir beaucoup de collectivités qui ont soit des centres socioculturels, soit des CCAS équipés de cuisine. Et c'est vrai que ce partenariat, il est intéressant parce qu'en plus, on parlait de convivialité, d'échange. Lorsque les ateliers cuisine sont proposés au sein des centres socioculturels, ils ne sont pas proposés uniquement aux bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais également aux usagers du centre socioculturel, ce qui permet justement la création de liens, vraiment le rapport à la convivialité qui augmente. Et ce partenariat, voilà, je voulais plutôt le mettre en valeur par rapport à cette thématique. Au niveau de comment faire correspondre les dons et les habitudes alimentaires des bénéficiaires, est-ce que certaines structures souhaiteraient partager soit leur expérience, soit partager une expérience observée sur le territoire normand ou français pour aborder cette question? Moi, je veux bien intervenir, Émilie, si tu me permets.
Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais ça revient aussi un peu sur la question précédente où on parlait d'habitudes culturelles. Par rapport au retour que j'ai eu des associations, il y a effectivement ce problème d'habitudes culturelles avec l'arrivée de nouveaux bénéficiaires, mais pas que. Il y a aussi la perte du bien manger, quoi, du savoir manger équilibré, etc. Et moi, je me rends compte au niveau de Solal, c'est parce que parfois on n'arrive pas à redistribuer des denrées qui n'ont pas besoin d'être cuisinées, comme des pommes, par exemple, auprès de structures d'aide alimentaire du territoire qui ne souhaitent pas les récupérer parce qu'en fait, elles savent qu'elles ne vont pas pouvoir les redistribuer. Et la pomme, ça pourrait paraître être le produit le plus facilement redistribuable puisqu'il n'y a pas besoin de le cuisiner, tout le monde sait ce que c'est une pomme, etc., quoi. Donc, j'ai eu un vrai problème le mois dernier à redistribuer des pommes et j'ai dû presque pleurer auprès des Restos du Cœur de Rouen pour leur dire j'ai besoin que vous les récupérez parce que j'ai mobilisé un agriculteur pour faire du glanage, j'ai mobilisé une maison familiale rurale pour faire du glanage et aujourd'hui personne n'en veut. Donc, c'est un problème. J'ai un problème pour redistribuer des salades. Les salades, c'est un produit qui est compliqué parce qu'il a une durée de vie très courte, mais c'est un produit qui est, après tout, par contre, qui est facile à cuisiner pour le coup. Donc nous, ce qu'on peut apporter, par contre, pour revenir à la question là que vous avez posée, le service de Solal, il permet en premier lieu de redistribuer des dons aux associations d'aide alimentaire localement. Mais lorsque celles-ci sont, par exemple, saturées et qu'elles n'ont pas besoin de ces produits-là, la force de notre réseau peut permettre d'envoyer ces produits auprès de d'autres structures du territoire français qui peuvent manquer de ces produits-là. Et je pense notamment aux Hauts-de-France, par exemple, où les structures d'aide alimentaire, elles sont saturées en pommes de terre. Et ben, du coup, les pommes de terre, elles peuvent partir dans d'autres régions qui, pour le coup, en manquent. Et je pense que ça, le service de Solal, là, il peut apporter une réelle valeur ajoutée justement à la redistribution des produits et à la diversité des produits frais dans les structures alimentaires du territoire français. Merci Anne pour ton intervention. L'aspect difficulté de distribution de certains produits, effectivement, je l'ai abordé avec plusieurs épiceries solidaires de Seine-Maritime. La salade, effectivement, c'est quelque chose, comme tu disais, qui est fragile, qui n'est pas forcément consommé énormément et à toutes les saisons. Pour la question de la pomme, effectivement, moi, ça fait écho avec une expérience de l'association Bande de Sauvages qui est à Caen. Alors, pour les fidèles des Assises du Régal Normandie, je pense que l'association Bande de Sauvages fait écho, étant donné qu'ils nous font le plaisir, presque, en tout cas depuis ces dernières années, on les fait régulièrement intervenir, étant donné qu'ils ont pas mal d'actions en lien justement avec le don alimentaire et la réduction du gaspillage alimentaire. Et justement, par rapport à ce glanage, ce qui s'est passé, c'est que l'association a été glanée avec différentes structures, soit sociales, soit d'aide alimentaire, soit socio-éducatives, ont été glanées plusieurs tonnes de pommes et ont transformé en jus. Et pour le coup, le jus, c'est vrai que en termes de plaisir entre une pomme et un jus de pomme, on observe bien que quand on est à la recherche du plaisir, quand on est dans une situation de précarité, on a envie d'avoir du plaisir, étant donné que c'est quand même pas une situation facile, enfin je vais pas vous l'apprendre. Et effectivement, cette question de manger équilibré quand on est en situation de précarité, ça relève à la question de l'estime de soi, ça relève à la question de l'équipement, du foyer. Et c'est vrai que ces questions-là ont été soulevées dans plusieurs études. On a l'habitude de travailler en partenariat avec le master de psychologie de Caen et c'est très intéressant effectivement d'étudier ces questions d'équilibre alimentaire et de précarité. On a la chance heureusement d'avoir des structures qui sont expertes sur la question de la précarité alimentaire et de l'équilibre alimentaire. Si ça vous intéresse d'échanger par rapport à cette thématique-là, on pourra, pourquoi pas, proposer un atelier spécifique. Mais en tout cas, merci Anne pour ton intervention par rapport à ces produits. Je comprends bien ta détresse. Je rebondis aussi sur ce que tu dis sur les ateliers cuisine. C'est une question que j'ai pas mal abordée avec les associations que j'ai rencontrées là depuis un an. Et beaucoup m'ont dit qu'elles avaient essayé de mettre ça en place au sein de leur structure, mais que ça avait été un échec parce que trop de difficultés à mobiliser les bénéficiaires. Et du coup, moi, je serais assez curieuse justement de
de faire un travail de fond aussi sur comment réinventer en fait, ces ateliers cuisine pour qu'ils soient plus dynamiques et qu'ils puissent vraiment mobiliser ces bénéficiaires autour de ces questions, en fait, et que ça ne fasse pas un flop et qu'il n'y ait que 2 personnes qui soient présentes le jour J, quoi. Parce que c'est quand même de l'investissement derrière et tout, mais je pense qu'il y a vraiment, faut repenser le modèle. Et Ouais. si des structures l'ont déjà repensé, peut-être au niveau des épiceries sociales, etc., avoir leur retour d'expérience, si ça a fonctionné, etc. Et bon, c'est la réalité, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi des expériences d'associations que je connais bien qui avaient mis en place des ateliers cuisine avec, ils avaient même l'équipement nécessaire, il y avait même un bénévole qui spécifiquement était là-dessus. C'est vrai que c'est toujours très décevant parce que les gens s'inscrivent, ne viennent pas. C'est un truc assez traditionnel. Et souvent, les gens aussi ne restent pas. Enfin voilà. Mais c'est vrai pour d'autres activités à titre social faites par les associations. C'est-à-dire que il y a certaines épiceries sociales qui avaient essayé de faire des sorties loisirs, des choses comme ça. À chaque fois, c'est très très difficile d'obtenir une participation effective des personnes aidées. Il faut, si vous voulez, il faut qu'il y ait la confiance qui s'instaure. Il faut vraiment créer un lien pour que les personnes, finalement, après prennent le risque, je dirais, individuel de venir passer du temps au sein de l'association, parce que souvent, l'association d'aide alimentaire, elle est vue comme une solution de secours un peu c'est pas forcément glorieux d'aller à la banque alimentaire, enfin d'aller dans une association d'aide alimentaire. C'est quand même un signe de quelque part d'échec ou de stigmatisation, hein, surtout en milieu rural. Donc, pour qu'un atelier cuisine puisse fonctionner, il faut vraiment que l'association ait réussi à consacrer du temps pour accueillir les gens, pour passer du temps autour d'un café pour discuter de la situation, de choses et d'autres. Et après, quand le climat de confiance est instauré, quand les gens ont plaisir à venir, là, on peut les tirer vers des ateliers plus construits, ateliers bien-être, ateliers cuisine, il y en a qui font des séances de coiffeurs, etc., des choses comme ça, quoi. Mais c'est long, quoi. C'est un travail, vu de l'extérieur, on se dit, bah, c'est pas compliqué, hein, une cuisine, on demande aux gens de venir, et puis voilà, ils se mettent ensemble, ils font un repas, c'est sympa et tout. Ben ouais, mais non, c'est pas si simple que ça, parce que on s'adresse à des personnes qui sont en déséquilibre de fait de leur situation, hein. C'est dur de dépendre des autres de dépendre en permanence de l'aide, d'avoir besoin de réclamer, etc. Quelque part, vous perdez confiance en vous, vous perdez aussi de l'énergie. Il y a beaucoup c'est souvent vécu comme une fatalité. Et il faut que la personne ait envie de venir au sein de l'association et que ce soit pas simplement elle vient au sein de l'association pour, avoir un colis pour pouvoir boucler la fin du mois, quoi. Donc, c'est des choses qui se construisent lentement sur le long terme. Et donc, c'est à nous, au niveau des structures d'aide alimentaire, en amont déjà, d'avoir suffisamment de variété, déjà pour faire en sorte que les gens s'alimentent correctement. Donc, ça veut dire qu'il faut que les dons que l'on collecte soient suffisamment variés et avec un équilibre d'ensemble raisonnable pour que les choses se passent bien. C'est vraiment très difficile, quoi, hein. Moi, j'ai eu des témoignages de beaucoup d'associations. À une époque, la Banque alimentaire de Calvados, on avait même dédié un bénévole spécifiquement qui était plein de bonne volonté et tout. Et il a fini par baisser les bras. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Merci Pascal d'avoir témoigné. Chloé, excuse-moi, je voulais te passer la parole le plus rapidement. J'ai vu que tu levais la main. Je te laisse ouvrir ton micro. Il n'y a pas de problème. Pour rebondir notamment par rapport à ce que disait Monsieur Cléfer, c'est vrai que nous, on voit ce qui a bien fonctionné. En fait, c'était avec des structures
qui ont vraiment un lien très proche avec les personnes qui viennent, que ce soit les épiceries de Landais sur notre projet commun ou par ailleurs. On voit que c'est vraiment, voilà, les gens qui se mobilisent, qui viennent aux ateliers, qui viennent au glanage, c'est vraiment parce que ce soit les bénévoles ou les salariés, peu importe, il y a vraiment une relation de confiance, ils font plein de choses avec eux. Et nous, par exemple, le glanage qu'on a pu mettre en place là, il y a quelques semaines, on a été très étonnés puisqu'on a prévenu l'association 2 jours avant et on a eu 17 personnes qui se sont mobilisées parce que justement, vous disiez aussi la difficulté de recevoir un don, vraiment un panier, etc. Ben, en fait, là, ils participent. Et puis, du coup, on disait aussi le fait que ce soit adapté. Ben, on était sur un site de maraîchage diversifié et du coup, le maraîcher nous avait proposé plusieurs sortes de légumes. Donc là, vraiment, c'était presque comme une cueillette classique. En fait, ils pouvaient choisir ce avec quoi ils avaient envie de repartir. Ils participaient à la récolte et du coup, il y avait en effet moins cet aspect psychologique de je reçois quelque chose qui peut parfois être, et ce qui est tout à fait compréhensible, difficile à avoir. Donc voilà, c'était juste pour appuyer sur les deux choses, ces deux choses-là, les faire participer, notamment via le glanage. On voit que, voilà, moi j'ai été super surprise, une quinzaine de personnes en 2 jours, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et voilà, ce qu'on a pu voir avec l'Andes, ces liens très importants entre salariés, bénévoles et les personnes qui viennent. Et bah, du coup, pour mobiliser, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, c'est un projet de vie sur le long terme. Ils font plein de choses avec ces personnes-là. Et du coup, pour mobiliser, c'est plus facile. Et voilà, nous, le retour, je commençais tout à l'heure en disant qu'on fait vraiment à une autre échelle que ce qui peut être représenté. Et du coup, ça peut avoir cet intérêt-là, le fait qu'on soit à plus petite échelle. Du coup, c'est peut-être des relations différentes et qui font que, alors voilà, on ne touche pas du coup des milliers de personnes, mais j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, les personnes qu'on a pu toucher avaient l'air vraiment partantes. Je pense que celles qu'on a pu sensibiliser, ça a bien marché. Enfin voilà, c'était pour insister sur ces 2 points. Les structures d'épicerie, c'est une épicerie sociale et solidaire. Les structures d'épicerie sociale et solidaire sont déjà souvent de taille plus réduite que les associations qui font de la distribution de colis, style le Resto du Cœur, Sport, Croix-Rouge, etc., qui ont énormément de visites. Si vous voulez, la Croix-Rouge française sur Caen, chaque demi-journée d'ouverture, il y a une centaine de personnes qui sont reçues. Donc, c'est clair que une distribution de colis ne permet pas du tout la même proximité qu'une épicerie sociale et solidaire, où là, le nombre de personnes est beaucoup plus réduit, donc on peut consacrer du temps à les accueillir et à les accompagner. Donc, on voit bien que, et en plus, on n'est pas sur le même créneau de difficultés financières. Donc, c'est vrai qu'au niveau des épiceries, c'est un terrain plus favorable à la mise en place d'ateliers participatifs. Alors, il y a un micro-parasite quelque part. Je laisse Caroline et Emeline s'en occuper. On entend quelqu'un parler en fond. J'ai vu que Géraldine Malo levait la main. Je vais vous laisser la parole. Et Sabine par la suite. Moi, j'ai une petite question complémentaire parce que là, ce qui semble manquer finalement, c'est une étape de transformation intermédiaire entre le don brut et la consommation. Est-ce qu'on n'est pas... est-ce que les bénéficiaires à qui on voudrait... Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt repenser une ligne de transformation entre les deux? Si les bénéficiaires ne veulent ou ne peuvent pas transformer, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on le fasse et qu'on leur propose des denrées transformées? Effectivement, la question de la transformation, je me l'étais notée pour l'aborder au sein de cette table ronde parce que il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, avec le soutien de la DRAF, donc, et en partenariat avec le Régal Normandie, la CRES, et je suis navrée, j'oublie une autre structure, a établi une cartographie des acteurs de la transformation à destination justement alors, de la restauration collective, mais pas que. Cette cartographie, elle est présente sur le site
de la Chambre. Je pourrais vous le partager dans le chat juste après, j'irai la chercher et vous le partager. Mais effectivement, la question de la transformation, je pense qu'elle est importante, notamment avec l'intervention de M. Gallo. Quand on parle de tonnage aussi important, c'est un peu comme ce que pouvait dire Anne par rapport à la question des pommes, la transformation, comment voilà, éviter le gaspillage via la transformation et en rendant aussi plus attractif et plus facile à consommer certains produits normands. Mais effectivement, la question de la transformation, je pense que... Oui, certaines salades transformées en soupe, à mon avis, seraient peut-être plus facilement consommables. Oui. Oui, mais bon, après, la transformation, ça nécessite de mobiliser de nouveaux acteurs. Donc, c'est encore un travail en plus, puisque c'est de la création de valeur en plus, quoi. Oui, parce que la carte, sauf erreur, hein, la carte qui a été réalisée, c'était plus pour la mise en place de filières commerciales, pour approvisionner la restauration scolaire, notamment en produits locaux, mais il n'y avait pas forcément d'objectifs solidaires, si. Alors, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'au sein de certains ateliers de transformation, on pouvait retrouver justement des ateliers type ESAT. D'accord. Mais à vérifier, hein, parce que je m'avance peut-être. Mais en tout cas, je sais que l'association l'adresse avec sa fabrique à initiative, justement, peut créer ce type d'activité avec leurs porteurs de projet, ou en tout cas, je l'ai déjà observé, la tentative de créer par exemple des conserveries ou des ateliers de transformation, que ce soit dans la Manche ou plutôt en Seine-Maritime, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ce serait une question à creuser et peut-être une question territoriale plus adaptée à un projet alimentaire territorial. Le lien avec les PAT, je pense, et la transformation de certains surplus de production qui sont de bonne qualité, mais non consommables en l'état, en lien avec les calibres. Je pense qu'il y aurait vraiment une question de fond là-dessus. Sabine, si je ne dis pas de bêtises, tu voulais intervenir et je vois que M. Gallo également juste après Sabine. Non, je vais laisser Monsieur Gallo parler et après je verrai parce que ma collègue de l'ADGL a fait encore une intervention, mais je vais voir si elle peut vous le partager ou si c'est moi qui reprends la parole. Voilà, je laisse la parole donc à Monsieur Gallo. D'accord, merci. Merci. Oui, au sein du groupe coopératif, on a une entreprise donc, qui fait la transformation en 4e et 5e gamme, donc légumes crus ou légumes cuits. Comme disait Anne, c'est des moyens engagés assez importants. Effectivement, si demain on arrivait à valoriser ces produits qui sont restés au champ ou qui sont jetés simplement parce qu'ils ne correspondent pas à une normalisation de la consommation classique en France ou qui ne correspondent pas aux habitudes alimentaires, moyen très lourd, hein. Vous savez très bien, en termes d'hygiène, en termes de sécurité sanitaire. Nous, on pourrait pas, je ne vois pas, en ce qui concerne la coopérative, dans quel schéma on pourrait à un moment ou à un autre s'inscrire pour pouvoir rentrer dans ce côté bénéficiaire de produits qui aujourd'hui sont jetés ou laissés au champ. Ça engendrerait des coûts trop importants. Et de fait, est-ce que ce n'est pas l'institution qui, à un moment ou à un autre, devrait mettre en place ce type d'outils de traitement des produits? C'est la grande question à se poser. C'est-à-dire que les acteurs que nous sommes, nous, acteurs privés, hormis revendre le produit derrière au moindre coût, c'est-à-dire à charge réelle, c'est compliqué à mettre ça en place. Mais c'est un sujet. Effectivement, si les produits pouvaient être d'entrée de jeu, la salade déjà préparée, les carottes râpées, les navets pré-cuits, on toucherait un public beaucoup plus large et ça serait beaucoup plus facile de lutter contre ce gaspillage alimentaire. Merci, Monsieur Gallo, pour cette intervention. Effectivement, la question de qui transforme, comment on transforme, et la question derrière aussi de la distribution, mais je pense que ça ne sera pas la plus compliquée. La question de la transformation, effectivement, elle se pose. Je pense que ça peut être justement une thématique, un focus, tout comme j'ai pu noter le focus des ateliers cuisine. Ça peut être un focus justement qui pourrait apparaître par la suite à ces assises, étant donné que c'est aussi ça le rôle des assises, de faire émerger donc, les besoins.
Sabine, est-ce que Maïwenn souhaite... Oui, alors, en fait, Maïwenn a repartagé et donc je vais relire ce qu'elle a écrit. Donc, la diversification des sources d'approvisionnement, c'est un enjeu aussi pour la Direction générale de l'alimentation. Le bureau de pilotage de la politique de l'alimentation se positionne en tant que copilote du groupe de travail prévu à cet effet au sein du Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire. La territorialisation est un objectif et la question de la transformation se pose. Et donc, effectivement, Émilie, comme tu dis, pour rebondir à ce qu'a dit Maïwenn et pour aller un peu dans ton sens aussi, Émilie, effectivement, les projets alimentaires territoriaux pourraient être une réponse, sachant on s'éloigne aussi l'avantage de l'atelier cuisine. Il y a quand même un volet éducation alimentaire qui, à mes yeux, est quand même très important. Et que repartir sur des produits transformés, pour moi, on s'éloigne aussi un peu de la question de l'éducation alimentaire. Voilà, c'est aussi mon avis. Ouais, les deux seraient peut-être... de toute façon, il n'y a effectivement pas de solution miracle, que ce soit en termes d'économie, en termes de temps ou d'envie de la part des publics. Mais effectivement, je pense que ces deux solutions, elles sont complémentaires. On a pu l'observer et on l'observe encore sur d'autres retours d'expérience régionaux. Justement, ton intervention, Sabine, et merci Maïwenn pour ce commentaire, fait le lien avec donc Angie de Landes qui nous disait en commentaire, pour faire écho aux échanges, Landes travaille actuellement sur une nouvelle animation-formation intitulée Ma liberté de manger, en lien avec un diététicien nutritionniste, car comme vous le disiez, il y a aussi un travail à faire autour de la nutrition. Donc c'est intéressant de voir que les acteurs en région se mobilisent et ça confirme ce besoin. J'ai vu que Géraldine, vous aviez levé la main, je vous laisse la parole. Oui, en fait, c'était presque plus pour la transférer à Anne, parce qu'on parlait de la transformation et peut-être que Anne peut nous parler de l'action qui a été faite par des agriculteurs au niveau du don de lait qui a été transformé derrière par Lactalis. Donc, si on arrive à mobiliser les industriels agroalimentaires intermédiaires, ça peut permettre d'optimiser le don pour des denrées qui sont justement utilisables. Alors oui, c'est un don qui a été fait dans le cadre du SPACE. En fait, ce n'est pas directement les agriculteurs qui ont donné le lait, c'est le SPACE. Donc, il y a un salon agricole à Rennes qui a lieu une fois par an, au cours duquel il y a des vaches laitières qui sont exposées. Donc, la récolte a lieu sur le salon. Et un jour de production a été donné au profit des banques alimentaires Grand Ouest, donc Normandie, Bretagne et Pays de Loire. Et Lactalis a fait don de la transformation. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une grosse question sur les dons de lait, parce que les dons de lait existent depuis la mise en place des quotas. Les laiteries ont beaucoup communiqué à cette époque-là et communiquent beaucoup moins depuis l'arrêt des quotas justement sur ces dons. Mais il n'y a pas encore le coût de la transformation qui est pris en charge par les laiteries la plupart du temps. Donc, si je ne me trompe pas, Monsieur Cléfer, je crois que les associations achètent du lait à moindre coût. En fait, achètent le coût de la transformation et du conditionnement. Ouais, c'est ça, on ne paye pas la matière brute, on paye la transformation et la mise sous pack et le transport. Ouais. Donc ça, c'est un des travails de Solal aussi, hein, d'essayer d'interpeller ce type d'acteurs pour voir comment eux-mêmes pourraient s'impliquer aussi sur le don à l'échelle nationale. Ceci dit, il ne faut pas minimiser non plus, parce que ça nous permet quand même ça nous permet quand même d'avoir du lait à un tarif très intéressant. Et c'est sûr que s'il était totalement gratuit, ce serait encore mieux. Tout à fait. Et c'est vrai que ça a été mis en place au moment des quotas il y a quelques années. Merci Pascal, Géraldine et Anne pour cet échange intéressant. Effectivement, c'est important de mettre en valeur
une action, même si elle est ponctuelle dans le cadre du SPACE, c'est quand même intéressant de connaître et ça peut justement donner des idées pour des actions innovantes. Je vais juste, pour ne pas oublier nos participants, vous partager les commentaires dans discussion avant de donner la parole à Sabine. Madame Ewald, je vous demande si cela est possible de votre côté de passer par... je vois que vous, voilà, à l'instant, vous venez de passer par le chat. Alors, au niveau de notre discussion, donc je vous ai tout à l'heure partagé le commentaire d'Engie Launay, donc de l'Andes, qui complète également en approuvant donc, le discours de Pascal autour des épiceries et des associations d'aide alimentaire. Donc elle nous dit les épiceries sont complémentaires des associations de distribution d'aide alimentaire. Leur projet facilite l'implication des bénéficiaires. Donc effectivement, il y a vraiment une complémentarité qui s'observe. Monsieur Maillard, alors je n'ai pas votre structure, n'hésitez pas à me l'ajouter en commentaire ou à vous renommer, qui donc valide les propos de Madame Malo en expliquant qu'effectivement, il faut aller vers la transformation pour faciliter la consommation par les bénéficiaires. Je vous remercie pour vos commentaires. Donc, Maïwen, c'est ce que Sabine a pu nous partager à l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Et Madame Ewald qui nous dit des exemples de transformation de façon ponctuelle. Des artisans sont sollicités par des associations pour transformer à prix coûtant. Madame Ewald, n'hésitez pas, tout comme Monsieur Maillard, à vous renommer afin que nous puissions donner votre structure aux participants et aux intervenants pour faciliter les échanges. Nathalie Ewald est de la Chambre des métiers, sauf erreur. D'accord, merci. Merci Isabelle. Et je crois que Madame Malo, Monsieur Maillard, est-ce que vous connaissez Monsieur Maillard ou pas du tout? Si, j'ai cru voir une expression sur votre visage. Oui, il est consultant en agroalimentaire, en fait, en développement de nouveaux projets pour sa propre société. Ben, merci à toutes les deux pour ce retour d'information. Et Madame Ewald qui complète là pour la présentation de la Cité du Goût. Alors, si vous souhaitez me donner un peu plus d'informations, ou bien si Isabelle, tu souhaites compléter le commentaire de Madame Ewald, n'hésite pas. Non, mais Nathalie, tu peux peut-être prendre la parole? C'est pour la deuxième table ronde. Donc, okay. On va parler de la Cité des goûts, mais c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, entre cette table ronde et la table des dynamiques dans les territoires. Et donc, ça, c'est un outil qu'on présentera tout à l'heure, mais qui fait écho avec votre table, évidemment. Ok. Eh ben, merci de m'avoir éclairé parce que je n'avais pas forcément bien compris. Alors, je termine sur les commentaires. Non, c'est quelqu'un qui s'excuse, qui doit rejoindre un autre webinaire. Donc, merci. J'ai vu que Sabine, tu avais levé la main. Je te laisse la parole. Ouais, juste deux petits compléments d'information pour rebondir sur ce qu'avait mis Landes. Donc, il existe aussi au niveau de la Normandie un dispositif qui s'appelle NUT-PRÉCA, Nutrition Précarité. Donc, c'est cofinancé par la DRAF de Normandie et par l'Agence régionale de santé de Normandie. Et ça permet en fait, ce sont des formations à destination des bénévoles ou des salariés de structures d'aide alimentaire ou d'insertion, etc., ou des CCAS. Et ce sont des formations sur comment organiser un atelier cuisine et avec donc la participation d'un nutritionniste ou d'un diététicien. Voilà, ce sont des formations de plusieurs jours pour pouvoir organiser un atelier dans les meilleures conditions possibles vis-à-vis des attentes de son public avec la qualité nutritionnelle. Ça, c'était la première info que je voulais passer. La deuxième info aussi, toujours en lien avec un peu les ateliers cuisine ou l'accueil des bénéficiaires. Là, on a beaucoup parlé d'associations d'aide alimentaire, c'est normal parce que ce sont les premières structures qui sont concernées. Moi, je voulais faire le lien avec d'autres, avec l'importance des CCAS ou des centres socioculturels. Alors, en Calvados, ça fonctionne beaucoup, de la caisse d'allocation familiale, qui sont aussi des points d'accueil et en fait qui proposent des ateliers cuisine. Et en fait, comme disait effectivement Pascal, après, ça peut aller plus largement sur bien-être, etc. J'ai des exemples sur Hérouville-Saint-Clair. Le CCAS d'Hérouville-Saint-Clair était très, très dynamique avec l'association La Voix des Femmes. Et je vous disais, donc, les caisses d'allocation familiale, les centres culturels de la caisse d'allocation familiale du Calvados qui sont très mobilisés aussi par ça.
Voilà, donc, je parlais en fait de partenariat. Merci Sabine pour ces informations qui sont, je pense, très importantes et qui pourront venir alimenter potentiellement une réunion spécifique sur la question des ateliers cuisine pour réduire le gaspillage alimentaire. Je me le suis bien noté, c'est encore très riche. Merci beaucoup. Alors, que je ne loupe pas. Juste oui. Sur les ateliers cuisine, oui. J'ai bien noté, hein, et c'est vrai que nous, bon, voilà, on ne fréquente pas la population des populations précaires. Donc, je comprends Pascal lorsqu'il dit que c'est compliqué à organiser et que les gens ne viennent pas. Est-ce que ça peut paraître un détail, mais en termes de posture, est-ce que si c'est eux qui s'impliquent dans les animations, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chercher des navets mais qui sait les cuisiner, et si c'est cette personne-là, donc en précarité, qui explique aux autres comment on le fait, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement à expertiser un peu ce changement de posture et que ce ne soit pas juste descendant, je vous explique comment vous devriez faire, parce qu'en plus, c'est impliquant et puis ça peut être valorisant pour ces populations-là. Voilà, voilà, ça peut paraître un détail, mais peut-être pas. Non, c'est hyper important. Merci Isabelle pour ton intervention. Alors, je vais parler de mon expérience par rapport aux épiceries solidaires. Dans le partenariat avec Chloé et NJ, donc, on propose des ateliers cuisine, un atelier ludique et des visites d'exploitation en plus des glanages et une étude de l'approvisionnement des épiceries. Dans ce projet, j'ai pu observer quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai déjà pu observer sur le glanage, c'est justement la posture des participants, la posture des bénéficiaires qui évolue au fur et à mesure de l'atelier, au fur et à mesure du glanage, avec le partage d'expériences. Ah bah, moi, je faisais ça, je fais ça, je cuisine comme ça. Et il y a vraiment un échange qui est primordial et une valorisation aussi de ce qu'on sait quand on est en situation de précarité. On n'est pas juste en situation de précarité, on est quelqu'un qui a vécu des choses, qui pratique, qui a des habitudes alimentaires, peut-être des habitudes de cuisine aussi qui sont intéressantes à partager. Et justement, ce que tu dis, Isabelle, c'est très important sur laisser la place aux échanges, au partage d'astuces. Au niveau de l'atelier ludique qu'on propose via le Crépan, on a centré les questions de voilà, quelle astuce j'ai à la maison pour réduire le gaspillage alimentaire, mais quelles recettes aussi. Et ce qu'on a pu observer pas plus tard que la semaine dernière, par exemple à Dieppe, où on avait une dizaine de personnes qui ont participé à l'atelier ludique au sein de cette épicerie solidaire. Donc la participation, elle est envisageable dès lors qu'elle n'est pas uniquement ponctuelle. Là, c'était vraiment un peu un circuit de découverte aussi de l'agriculture normande, du lien avec l'alimentation durable pour les bénéficiaires. Et justement, elle est importante dans le sens où on n'est pas uniquement que sur la thématique du gaspillage alimentaire, et aussi où on déstigmatise, on déculpabilise, étant donné qu'on sait que tout le monde gaspille, mais qu'on a tous aussi des astuces à partager. J'ai vu... Alors Sabine, tu as peut-être laissé ta main, mais tu me dis surtout... J'interviens juste 2 secondes. Émilie, oui. Il reste 13 minutes pour information. Merci Caroline, la maîtresse du temps. Tu fais très bien d'intervenir parce qu'on a quand même une dernière question à vous partager. Hop. Alors. Donc la dernière question qu'on a de toute façon déjà abordée, mais c'était aussi pour ponctuer un peu nos échanges, c'est justement la question de en quoi l'aide alimentaire est un maillon fort de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En partie, cette question a déjà été abordé avec l'intervention de Pascal donc sur la création des banques alimentaires. Pourquoi ces associations ont été créées, je vais y arriver, sur le territoire français. Est-ce que, au niveau de nos intervenants, est-ce qu'on aurait d'autres éléments à aborder par rapport à cette thématique ? Ou bien je reviens sur les commentaires qui ont pu être postés. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on voit apparaître de nouvelles sources de lutte contre le gaspillage en lien avec l'aide alimentaire.
On a maintenant, on signe des conventions avec des restaurations collectives, par exemple, qui n'existaient pas par le passé. Donc, soit je vois là, au niveau du Calvados, on a un partenariat avec le CHU, avec la cuisine centrale du centre hospitalier. On a aussi des conventions avec des restaurants scolaires ou des restaurants universitaires. Donc, il y a des sources d'approvisionnement qui sont en train de diminuer. C'est ce qui provient des grandes surfaces. Le flux est en train de diminuer fortement parce qu'il y a des habitudes de vente qui ont évolué et qui font qu'il y a moins d'invendus. Et on voit qu'il y a de nouveaux partenariats qui se créent, très intéressants avec tout ce qui est restauration collective. Donc, l'aide alimentaire restera encore pour quelques années un maillon fort de la lutte contre le gaspillage alimentaire au travers justement de développement de nouveaux partenariats qu'on n'imaginait pas par le passé. Pareil, on parlait de la transformation. Il y a quand même plusieurs banques alimentaires en France qui font de la transformation. Ils ont mis en place des ateliers de transformation pour cuisiner des soupes, des compotes, des conserves, des choses comme ça. Donc, c'est en train, l'aide alimentaire évolue dans le sens où c'est moins des produits provenant des invendus des grandes surfaces et plus des produits provenant d'autres sources. Merci beaucoup Pascal pour cette intervention. J'ai bien noté que des retours d'expérience pouvaient être demandés dans d'autres régions au niveau de la transformation. Ça, c'est si effectivement on organise une réunion spécifique à la transformation et pourquoi pas en lien avec les PAT, je pense que je reviendrai vers toi pour avoir ces contacts. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai vu que M. Gallo levait la main. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je voulais traiter sur un sujet qui est la cohérence aussi, où parfois on est un tout petit peu perdu, nous les acteurs, en amont. Je vous donne un exemple sans citer l'association, mais on travaille en termes de dons avec une association au quotidien sur différents produits, carottes, navets, qui revient souvent sur le devant de la scène et tout un tas d'autres produits. Et en parallèle, avec cette même association, on travaille avec sa centrale d'achat. Et sa centrale d'achat, en fait, agit au même titre qu'une centrale d'achat de grands distributeurs, c'est-à-dire qu'elle nous demande, elle nous fait un appel d'offres sur des produits qui ne sont pas des produits type légumes moches, et qui sont des produits qu'on commercialise au quotidien en grande distribution. Et on va répondre à cet appel d'offres, on va avoir un programme sur la carotte pendant 6-7 mois à distribuer sur différents centres. Et en parallèle de ça, à un moment de l'histoire de notre production, on va se retrouver, nous, avec des volumes de carottes en termes de donation qu'on n'arrive pas à écouler. C'est ça qui est très surprenant, ce manque de cohérence. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette centrale d'achat de cette association caritative qui va prendre des produits qui sont tout venants, mais qui sont vendus et consommés localement en grande distribution. Et de l'autre côté, quand on leur propose du don classique, ils nous disent « mais non, on a déjà rempli de toute façon nos obligations et j'en veux pour preuve, on vous a acheté les produits ». Il y a ce manque de cohérence-là. Donc ça, c'est le premier point. Et toujours dans ce manque de cohérence, avec cette centrale d'achat, même avec d'autres associations, on leur a proposé à plusieurs reprises de leur livrer directement ce qu'on appelle des big bags, c'est-à-dire des quantités de carottes ou de navets ou tout autre produit de l'ordre de 800-900 kilos. C'est-à-dire on n'est plus sur du colisage traditionnel de 10 kilos, colis-bois ou en carton, comme vous pouvez connaître, mais plutôt sur des gros volumes, produits qui sont sains, qui sont consommables, simplement parce que ça sortait de nos chaînes de distribution, de lavage, et que les produits ne répondaient pas aux normes actuelles de la grande distribution. Et les associations nous ont dit, écoutez, M. Gallo, vous êtes bien gentil avec vos big bags de 800 kilos, mais on ne saurait pas quoi en faire, on ne saurait pas les décharger, on ne saurait pas les manier, on ne saurait pas comment les distribuer. Donc il y a ce manque de cohérence à travers des volontés en amont de pouvoir aider, et au bout d'un moment, en face, d'avoir, parce que le schéma est ainsi construit, pas de possibilité en termes de moyens matériels ou humains, ou simplement ce manque de cohérence avec d'un côté un système d'achat classique et puis de l'autre côté un système de dons. Voilà.
Merci, Monsieur Gallo, pour cette intervention. Est-ce que Pascal souhaite rebondir sur cette intervention? Le micro est coupé, c'est peut-être c'est peut-être là problème. Voilà, voilà. ça va aller mieux. Ça va mieux. Oui, nous, les banques alimentaires, on n'achète pas, mais je pense imaginer ce qui se passe. C'est sûr que cette association dont M. Gallo parle a dû planifier ses besoins au fil du temps. Et donc, comme elle bénéficie de ressources financières, ce que ne font pas les banques alimentaires, elles ont prévu des achats. Et donc, c'est vrai que si elles ont prévu un volume d'achat correspondant au volume à écouler, elles peuvent pas prendre de surplus. Moi, je vois l'interprétation un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont la chance d'avoir des ressources financières suffisantes pour pouvoir faire des achats. Et du coup, ils ont planifié leurs achats en conséquence, et donc le surplus, ils ne peuvent pas le prendre. Donc, il faudrait peut-être, dans ce cas-là, la difficulté, c'est de planifier, quoi, parce que c'est comme une distribution alimentaire, finalement, c'est comme une grande surface. Si on a trop, d'un coup, on ne sait plus qu'en faire. Et si on n'a pas assez, on est en manque. Donc, il faut planifier en amont. Donc, voilà, je pense que la difficulté vient de là. Bon, par rapport à c'est vrai que par rapport au conditionnement, les associations travaillent avec principalement des employés, quelques employés, mais la plus grande partie ce sont des bénévoles. Le bénévolat en France repose de manière quasiment une grande majorité, je dirais, sur des personnes plutôt à la retraite ou déjà bien âgées. On ne peut pas leur demander de manipuler des choses qui ne sont pas avec un conditionnement adapté. On n'est pas équipé dans les associations pour faire de la grosse manutention, etc. Ce qu'on peut faire, c'est de la logistique, c'est-à-dire du déchargement, du tri, du stockage, du déstockage, des choses comme ça. Mais on ne peut pas, ou alors c'est très exceptionnel. Bon, ça nous arrive qu'on nous livre des pommes de terre par tonne, mais tout de suite c'est compliqué. On ne peut pas avoir des grandes quantités comme ça en gros conditionnement, ou alors il faudrait que ce soit prévu longtemps à l'avance. Donc la difficulté en fait, c'est comme on est comme un distributeur traditionnel, finalement, une distribution alimentaire. C'est qu'il faut qu'on soit capable de distribuer ce qu'on nous donne. Donc ça veut dire qu'il faut faire un petit prévisionnel et des diversités de voilà. Donc, voilà l'explication. Je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté, c'est plus les ressources disponibles pour faire. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. Ce n'est pas du tout lié à une mauvaise volonté, tout à fait. C'est plus pour lever un sujet qui nous touche, nous, parce que tant faire se peut, quand on peut être à vos côtés et vous épauler, on le fait. Et c'est vrai que c'est plus un constat des fois d'échec qui est lié, comme vous l'avez dit, à un manque de moyens humains ou un manque de moyens matériels. Ce n'est pas critiquable, ce que je disais, c'est un constat, encore une fois, mais ça doit apporter à un moment ou à un autre peut-être des réponses et des solutions, simplement. Merci pour vos témoignages. Il reste Émilie, 3 minutes pour clôturer cette table ronde. Alors, je suis navrée pour la frustration que va causer cette information au niveau des commentaires qui sont nombreux. Je vous en remercie. On prendra le temps de les étudier après les assises, étant donné qu'on va conserver les commentaires. Isabelle, tu souhaites intervenir? Anne également. Est-ce qu'en 1 minute, ce sera envisageable? Moi, c'était juste dire qu'on a pas mal parlé de la filière fruits et légumes et peu de la filière viande. Et je sais qu'Interbev est là, donc je ne sais pas si Léa, en 1 minute, peut évoquer ce sujet-là dans la filière viande. Alors Léa, je vais pouvoir en 1 minute justement aborder le commentaire de Léa qui nous explique que, alors, pas de questions, mais juste un partage d'expérience. Merci, merci Madame Launay. Lors du premier confinement, nous avons mis en place des actions de solidarité en faisant des dons de viande à des associations
et collectivités pour valoriser de la viande de professionnels normands qui vendaient habituellement à la restauration et qui souffraient de la fermeture de ces derniers. Je vous remercie, Madame Launay, pour ce retour d'expérience afin de ne pas retarder la table ronde numéro 2 et surtout de vous permettre de faire une pause. Quand même, c'est important de reposer un peu vos yeux, peut-être aller faire quelques pas. Anne, est-ce que ton intervention... non, c'est OK. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie les intervenants et les participants de cette table ronde pour vos questions, vos témoignages. Je vais donc vous proposer de faire une pause de 10 minutes avant que la table ronde numéro 2 arrive, avec de nombreux intervenants également très intéressants. Je vous souhaite une bonne pause de 10 minutes. On se rejoint à 11h10. Et je vous remercie encore de votre participation.